Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, cap sur le Cameroun où une question soulève de nouveau les passions et les indignations. Paul Biya, 92 ans, en poste depuis 1982, doit-il se représenter à la présidentielle de 2025 ? Est-ce la candidature de trop ? La déclaration récente du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, et le soutien affiché des chefs traditionnels vient renforcer l'idée d'un nouveau mandat pour l'homme au pouvoir depuis plus de 40 ans. Pourtant, des voix s'élèvent contre cette candidature, notamment celle de l'Église catholique, qui dénonce une gestion autocratique et un manque de renouvellement démocratique. Et pour débattre ce soir de cette problématique, je suis entourée de Frédéric Tchoungui. Bonsoir. Merci de me recevoir. Vous êtes analyste politique. Et enfin, à ma gauche, je suis entourée de Makalan Gebla. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Journaliste politique, également défenseur des droits, ancien conseiller à la présidence tchadienne. Tout à fait. Revenons sur le débat. On le disait, Paul Biya, 92 ans, plus de 40 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, Frédéric Tchoungui, Paul Biya ? Est-ce qu'il incarne une forme de stabilité ? Oui, on peut dire que au niveau institutionnel, en tout cas, la stabilité est de fait. Depuis 1982, il est au pouvoir et il n'y a pas réellement eu de grands, on va dire, de tremblements de terre au niveau de la Constitution et au niveau de la stabilité du pouvoir en lui-même. Maintenant, effectivement, ce qu'il représente aussi, c'est l'ancienne génération et le fait qu'il y ait aussi, d'une certaine manière, une concentration des pouvoirs autour de sa personne. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de dissocier M. Biya de son pouvoir, parce que il incarne pleinement. Et son parti, le parti politique qu'il a mis en place et les institutions qui sont aussi mises en place convergent vers lui d'une certaine manière aujourd'hui au Cameroun. Makalan, que représente la candidature de Paul Biya, cette énième potentielle candidature en 2025 ? Écoutez, merci beaucoup Soukaina. Je pense que c'est une candidature de trop, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Nous pensons que vous avez évoqué tout à l'heure, vous et Frédéric, la stabilité, la longévité d'un pouvoir aussi décadent. Et vous savez très bien, moi je viens du Tchad, donc pays limitrophe du Cameroun. Et donc les réalités tchadiennes et les réalités camerounaises sont aussi identiques. Et cette stabilité cache effectivement des situations sociales, politiques désastreuses dans un pays où s'il faut faire régner la stabilité par la terreur, la répression, moi je pense que c'est une candidature de trop qui, de mon point de vue, ne fait pas l'unanimité, ne serait-ce que pour l'image même du Cameroun, pour l'image même de la classe politique camerounaise, étant donné que M. Biya, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est là au pouvoir depuis 82. Aujourd'hui, 82, on a à peu près 43 ans, si on fait, je vais me permettre de dire, 43 ans, si on constate les réalisations, les bilans, c'est pas un bilan si élogieux, c'est pas un bilan qui donne l'espoir aux Camerounais qui n'ont connu que Biya. Si vous êtes né en 82, vous avez 43 ans certainement, et en 43 ans, vous n'avez pas vu une alternance démocratique. Et donc, dans un tel climat, dans un tel temps, moi je pense que M. Biya aurait dû, ou bien ceux qui l'entourent auraient dû le conseiller, le déconseiller de ne pas se présenter, étant donné qu'il y a le poids de l'âge. Le poids de l'âge ne peut pas permettre à un homme de 92 ans de réfléchir. Peut-être qu'autour de lui, d'autres gens réfléchissent à sa place. Et nous pensons qu'en tant qu'Africains et voisins du Cameroun, nous pensons qu'effectivement, il faut plaider pour que cette candidature ne puisse pas être soutenue et encouragée. Et là, vous avez dans votre introduction qu'elle a été soutenue par des chefs traditionnels, qu'elle a été sélectionnée par le président de l'Assemblée nationale. C'était lundi 27 janvier, lors du conseil des chefs traditionnels. Ils ont apporté leur soutien. Qu'est-ce que ce soutien traduit justement ? Ces soutiens traduisent qu'ils font partie de ce qu'on appelle les fossoyeurs de la démocratie africaine. Vous savez très bien que dans nos États, en général, ces chefs traditionnels, ils sont souvent du côté du pouvoir. Et là, ça fausse la démocratie, ça fausse la règle de l'alternance et la règle même effectivement d'un état de droit. Parce qu'en fait, ces gens qui sont souvent monnaie, qui ont été souvent corrompus par le pouvoir, parce qu'ils sont... en fait, c'est des gens qui dépendent totalement du pouvoir. Dans ces cas de figure, ces soutiens, pour moi, de mon point de vue, ce n'est pas un soutien lucide, ce n'est pas un soutien clairvoyant, ce n'est pas un soutien qui peut quand même aider les Cameroun à se relever. Et donc nous pensons qu'effectivement, si aujourd'hui, le fait que M. Biya se prononce pour je pense que ce sera la 8e candidature. Et donc, dans ces cas de figure, je pense que c'est extrêmement dangereux. Ne serait-ce que l'opposition a complètement déchanté. La société civile n'y est pas. Vous savez très bien, au Cameroun, récemment, il y a une société civile qui est connue, ça s'appelle le REDAC, le réseau de défense des droits de l'homme, qui est complètement
neutraliser. Et c'est la seule voie en Afrique centrale qui dénonce les dérives autocratiques du pouvoir en place. Donc nous pensons que, franchement, en Afrique centrale, nous avons affaire à ce qu'on appelle les verrous d'une démocratie. Dans ces pays-là, que ce soit le Cameroun, le Tchad, le Gabon et le Congo, le Gabon, il y a eu un coup d'État, et le Congo et la Guinée équatoriale, c'est des pays où il ne faut même pas rêver une seule fois à une alternance démocratique. On va essayer de comprendre un petit peu le rôle. Je vous voyais réagir, Frédéric Tchoungui. On va essayer de comprendre peut-être un petit peu pour nos téléspectateurs qui ne viendraient pas du Cameroun, le rôle justement des chefs traditionnels. Là, le Conseil des chefs traditionnels, il regroupe près d'1 millier de chefs issus de 10 régions du pays. On l'a évoqué, il a apporté, ce Conseil, un soutien ferme et définitif. Qu'est-ce que ces chefs traditionnels représentent en termes de voix, en termes d'influence? Alors les chefs traditionnels, il faut le dire, ils ont plus de poids d'abord que l'Église catholique, hein, clairement, parce que le pouvoir, chez nous au Cameroun et souvent dans l'Afrique centrale de manière générale, c'est un pouvoir qui est établi au sein des villages, au sein des communes, avec des chefs traditionnels qui, entre guillemets, donnent les directives de vote clairement aux populations. Donc en fait, ils concentrent non seulement les pouvoirs dans leur zone, mais aussi les grandes orientations qu'il faut avoir lors d'un vote, par exemple. Et lorsque, comme vous l'avez évoqué dans l'article et dans votre présentation, bien entendu, lorsque les chefs traditionnels adoubent déjà le politicien, il est très difficile ensuite de voir une population qui sera divergente par rapport à ce qu'eux, ils ont décidé de mettre en place, enfin le vote qu'ils ont décidé de choisir. Et au-delà de ça, le gros problème aussi au Cameroun, parce qu'on a parlé bien entendu du pouvoir de M. Paul Biya, mais il faut aussi savoir que l'opposition, même si effectivement elle est parfois matée d'une certaine manière, ils ont du mal à s'organiser. Et donc ils ont du mal à faire front contre la candidature de Paul Biya. Et c'est pour ça que on va dire que le pouvoir, d'un point de vue démocratique, a du mal à se mettre en place parce que l'opposition a du mal à exister. Je vais vous prendre un exemple. En 2018, le professeur Kamto fait 13%. Et il y a Kabra Libri du PCRN qui doit faire 7% à peu près. Et ensuite, le président du MRC, donc le professeur Kamto, refuse de partir aux autres élections, entre 2018 et 2025. Je pense que ça a été une erreur. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas le jeu démocratique et il n'essaie pas surtout d'implémenter un projet peut-être dans une commune qui aurait pu nous servir de commune, c'est-à-dire de référence sur son projet sur le Cameroun. Et donc, c'est pour revenir au chef traditionnel, je pense que la logique du pouvoir est de telle sorte que chez nous, le président de la République va s'appuyer sur ces chefs traditionnels pour légitimer d'une part sa présentation aux élections et d'autre part son pouvoir qui va continuer dans les prochaines années. Justement, je voudrais juste compléter, comme l'a dit Frédéric, si les consignes de vote émanent des chefs traditionnels, je pense qu'ils influencent effectivement un choix libre d'un électeur. Parce qu'en fait, dans un tel pays, il ne faut même pas y espérer un seul jour ou une fois qu'il aura une alternance, parce qu'en fait, on assisterait effectivement tout le temps et pour toujours qu'il y ait des consignes de vote viendront de ces chefs traditionnels. Donc, moi, je pense que leur rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir aider leur population, de s'insérer dans un cadre de ce qu'on appelle le développement local, qui est de s'insérer dans la vie politique de leurs citoyens. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que Est-ce que ce n'est pas déjà le cas de fait et depuis toujours Oui, c'est depuis toujours. Mais justement, mais il y a une rupture. C'est pas un cas général. Quand vous savez très bien, si tel est le cas, les chefs traditionnels au Sénégal et les chefs religieux auraient dû jouer un rôle aussi important. Mais ça n'a pas empêché au Sénégal de créer ce qu'on appelle l'alternance démocratique, sous Abdoulaye Wade, sous Macky Sall. Donc nous pensons que l'exemple du cas du Sénégal peut être implémenté, comme pour répondre à votre phrase, implanté un peu partout. Et il faut que nous, Africains, on s'en inspire pour éviter qu'il y ait effectivement des consignes de vote venant effectivement de ces chefs traditionnels qui, pour nous, ne participent pas effectivement à l'ancrage démocratique dans nos États. Et pour autant, quand on regarde Frédéric Tchoungui, quand on regarde aujourd'hui le cas du Cameroun, il y a eu aussi récemment, c'était la semaine dernière, le cas de l'Église catholique qui s'est aussi prononcé à l'opposé de Paul Biya. Donc finalement, quand on regarde sur l'échiquier politique, les chefs traditionnels, l'Église catholique, tout le monde joue un rôle aujourd'hui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le pouvoir présidentiel du pouvoir traditionnel. Parce que chez nous, le pouvoir
Je vous renvoie au livre de Jean Ziegler, Le pouvoir africain, que j'ai bien cité ici. Lorsqu'il parle de la cosmogonie africaine en réalité est basée sur le pouvoir traditionnel. C'est-à-dire que c'est pas comme par exemple ici en Occident où on va faire les élections où les candidats vont se baser vraiment sur leur parti politique pour pouvoir gagner les élections. Chez nous, le pouvoir se prend au village d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce sont les chefs traditionnels qui portent le pouvoir d'en bas pour le donner, pour porter le candidat. Donc lorsque vous n'avez pas l'aval des chefs traditionnels, et ça se voit même, c'est-à-dire que même dans la famille, de manière générale, la famille nucléaire au Cameroun, comment elle est construite, ou en Afrique centrale, bien sûr. Le pouvoir, le chef du village, parfois, est même plus puissant que le père de famille. Absolument. Donc c'est pour montrer en fait que le fait qu'il ait cet aval-là, le fait qu'il ait déjà cette dynamique-là avec lui, ça va être très difficile de le battre. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais comme le disait Makaëla un peu plus tôt, quand on sait que ces chefs traditionnels, pour la plupart, sont cooptés aussi par le régime, est-ce que leur voix va aller en opposition à ce qu'ils voudraient, par exemple? Est-ce que c'est finalement représentatif d'un véritable électorat? Si vous me permettez, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre politique au Cameroun, d'alternative politique crédible. C'est ça le problème, et je l'ai évoqué au départ. Ça peut être dû à deux raisons. La première raison, c'est parce que d'une part, le pouvoir ne permet pas réellement le jeu démocratique, et d'autre part, l'opposition aussi n'arrive pas vraiment à s'organiser. Ils ont essayé de mettre en place un projet viable sur le long terme. Bon, il y a eu des répressions, on peut comprendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, je ne suis pas dans son parti, je ne prends pas de parti pris, mais il incarne quand même une certaine stabilité, une continuité. Et les gens, peut-être, ceux qui sont ces chefs traditionnels-là, peut-être qu'ils se retrouvent dans des situations et se disent que bon, on n'a pas d'autre alternative. Et vous savez aussi que le pouvoir au Cameroun est technicisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ce sont d'une certaine manière le centre et le sud du Cameroun, je mets entre guillemets, qui dirigent. Parce que le pouvoir est issu du sud et du centre du Cameroun, même s'il y a une répartition, bien entendu, il faut bien le mentionner ici, il y a une répartition, l'équilibre régional, c'est comme ça qu'on appelle, qui fait en sorte que chaque ethnie a la possibilité de pouvoir intégrer les concours du public, de l'administration publique. Donc en fait, mais de ce fait-là, le fait que le pouvoir soit ethnicisé fait en sorte que il est très difficile aujourd'hui pour ces chefs traditionnels, moi je me mets à leur place, d'aller vers l'opposition, parce que s'ils viennent d'abord de ces endroits-là, Paul Biya est d'une certaine manière la garantie d'une continuité pour eux, ce qui les arrange, même si c'est peut-être pas la meilleure chose, mais ça les arrange. Ils préfèrent peut-être ça que de choisir entre la peste et le choléra qui représenterait l'opposition. Je voudrais juste rebondir sur l'offre politique qu'évoquait Frédéric. C'est que je pense que M. Frédéric, on ne peut pas dire que faute d'offre politique, parce que là, c'est moquer même de l'intelligence des Camerounais, parce que quelqu'un comme Maurice Kamto, qui était super avocat, qui travaille aux États-Unis, qui était même candidat à l'élection présidentielle, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'offre politique. Il y a de l'offre politique, c'est que l'espace de liberté civique et politique au Cameroun qui est rétréci sérieusement et dangereusement. Et là, pour revenir sur l'appel de l'Église catholique, l'Église catholique a anticipé, effectivement. Elle a vu venir que M. Biya allait pour déposer sa candidature et qu'il fallait anticiper pour appeler à l'éveil de conscience citoyen au Cameroun. Et c'est comme ça que cet appel, le pouvoir camerounais avait contourné en allant vers les chefs traditionnels, en les mobilisant, sachant bien entendu, comme il l'a dit, le poids des chefs traditionnels au Cameroun est très élevé, et que la tribalisation du champ politique fait en sorte que cet appel peut être entendu au plus haut niveau dans le Cameroun profond et reculé. Et nous pensons que si on veut vraiment avoir un modèle de démocratie universelle qui ressemble effectivement à des modèles planétaires, on ne nous dit pas, on peut se débarrasser effectivement de ces poids, ce que j'appelle effectivement des pesanteurs sociologiques qui, pour nous, Africains, posent problème aujourd'hui. Moi, je pense que le développement devait être un développement proportionnel. Il faudrait exclure de la sphère politique, par exemple, l'Église catholique et les chefs traditionnels. L'Église catholique, c'est un peu... Effectivement, ça devient une réalité. Aujourd'hui, des poids lourds qui s'interfèrent dans l'espace civique et politique, l'espace politique, notamment l'Église catholique et les chefs traditionnels. Donc, du coup, il faut trancher. Et pour trancher, il faut absolument que les citoyens devaient être libres. Et or, on regarde ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'il y a des pesanteurs sociologiques au Cameroun qui influencent les débats politiques au Cameroun. Nous pensons que, face à cette situation, à 92 ans, M. Biya
est en train d'amener le Cameroun dans une situation d'incertitude et un saut vers l'inconnu. Et pour éviter que ces pays ne viennent pas, n'entrent pas dans un saut dans l'inconnu, il faut absolument qu'il un éveil de conscience global c'est manifeste avec cet éveil de conscience. Autant pour moi, la communauté internationale et l'opinion africaine en général doivent s'y impliquer pour éviter à ce qu'il y ait le Cameroun. Monsieur Frédéric, vous venez du Cameroun, effectivement. Est-ce que vous voyez cette longévité du pouvoir donne telle place aux Camerounais eux-mêmes? Non. Quand on voit effectivement beaucoup de Camerounais qui s'exilent parce qu'il y a une persécution, d'autres pour des raisons. La longévité du pouvoir soukhaïna est aussi à l'origine de cette immigration irrégulière, immigration clandestine à laquelle l'Europe est confrontée. Frédéric Tchoungui. Oui, je pense que les points que vous avez soulevés sont très intéressants. Maintenant, je ne pense pas, pour répondre d'abord à votre première remarque, je ne pense pas qu'il soit possible de dissocier le pouvoir traditionnel de la politique. Ouais. Parce que, comme je l'évoquais précédemment, c'est ancré dans nos mœurs. On vit comme ça et ça ne changera pas. Et cette ambivalence, en réalité, avec l'Église catholique d'une part, les chefs traditionnels de l'autre. Laissez-moi vous dire ici que l'Église catholique n'aura jamais la part belle sur les chefs traditionnels. Ça, c'est impossible parce que la tradition, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Vous venez du Tchad, vous le savez mieux que moi, que c'est vraiment fondamental. Maintenant, pour revenir sur la démocratie de manière générale, comme vous l'avez évoqué, par rapport à comment elle pourrait être implémentée sur notre territoire en se référant sur les modèles existants occidentaux. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que le premier problème que nous avons d'abord, c'est que nous essayons de copier un modèle qui ne nous correspond pas. Lequel? La démocratie. La démocratie ne nous correspond pas. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, lorsque vous regardez même l'Afrique, regardons l'Afrique centrale. Laissons le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes d'Afrique centrale, donc nous allons parler d'Afrique centrale. Est-ce que vous avez vu une seule transition démocratique depuis les indépendances? C'est très rare. Sauf au Congo, mais oui, le Souba. Oui, bon, à part M. Souba qui a pris, après il y a eu encore des... Ça ne fonctionne pas. C'est bien pour une raison. C'est bien pour une raison. C'est bien pour dire quoi? Soit on peut l'évoluer de deux manières. Soit parce que nos démocraties sont jeunes, ce que moi je ne pense pas être la raison, ou soit parce qu'en réalité c'est un modèle qui ne nous correspond pas, parce que le pouvoir chez nous est d'une autre manière pensé, il est d'une autre manière vu, il est d'une autre manière mené. Ce que je veux dire par là concrètement, c'est que par exemple, vous savez que chez nous, ce sont les anciens qui dirigent en général. Le fils n'a pas la part belle sur son père. Donc rien que d'abord au niveau de la famille, et après ça se transmet en fait finalement culturellement partout. Et donc nous sommes face à ce dilemme-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous regardez le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est le bon représentant. À la tête de chaque grande institution, ce sont des octogénaires. Pourquoi? Parce que, malheureusement, leur pouvoir vient des traditions et de leur village. Donc, c'est eux qu'on va porter au-dessus pour qu'ils dirigent le Cameroun. Pourquoi? Parce que leur fils, en réalité, qui a 45 ans, ne peut pas prendre le leadership par rapport à son père qui en a 80. C'est ça le gros problème dans lequel on est aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est dans une situation compliquée. Mais il décrit effectivement, une situation apocalyptique en fait, en termes de péril sur la démocratie dans nos États. Parce que là, quand on vous entend parler, c'est vrai, la démocratie est prise en otage en Afrique centrale où il est impossible de créer un rapport de force démocratique et de faire en sorte qu'on puisse quand même rêver un seul instant, que ce soit au Tchad, au Cameroun, au Congo, etc., on peut y arriver. Et donc, du coup, ces verrouillages démocratiques engendrent forcément des violences parce que les gens qui sont condamnés effectivement à accepter pour toujours un régime familial, clanique, etc., vont faire quoi? Vont faire recours absolument, effectivement, à des modes de violence. Et c'est ça qui crée aussi ce qu'on appelle les conflits armés, l'instabilité politique et la distanciation et la méfiance, même si je peux me permettre, entre le pouvoir et les gouvernants, donc les régnants, et les citoyens. Donc il faut qu'on essaye de les penser. C'est vrai, si on reste dans cette dynamique de dire qu'effectivement il est impossible de créer une alternance démocratique dans la sous-région difficile, on va en fait être dans une posture des personnes résignées. Et pour refuser ce qu'on appelle la résignation, il faut réagir. Et pour réagir, il faut qu'une prise de conscience citoyenne se manifeste de manière transversale sur toute l'Afrique centrale, pour qu'effectivement ces gens ont aussi des voix, ont droit à ce qu'on appelle l'aspiration populaire, l'aspiration au développement, au bien-être social, à l'éducation et aux soins. Je voudrais qu'on poursuive. Vous parliez tout à l'heure de stabilité politique au Cameroun, quand on sait que le président a occupé plus de 40% à la place de président. Est-ce qu'on peut parler justement de stabilité au Cameroun alors que justement le président concentre tous les pouvoirs? Est-ce qu'on peut faire la différence peut-être entre stabilité, immobilisme? Comment est-ce qu'on peut faire la différence dans un contexte où justement les institutions, elles sont...
instrumentalisé pour maintenir le statu quo. Tout à fait. Lorsqu'on parle de stabilité, on ne parle pas de stabilité démocratique. Donc je pense qu'il faut faire la dissociation entre les deux. On parle de stabilité dans l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que monsieur le président de la République, il a depuis 42 ans. Tout à l'heure, vous avez évoqué les personnes qui sont nées après 82. Moi, c'est mon cas. Donc, je n'ai connu que lui. C'est ça. Mais ce que je peux dire, c'est que la stabilité de son pouvoir se maintient. Et que cette stabilité a pour effet d'aubaine la stabilité d'une manière générale des grandes villes du Cameroun. Est-ce qu'elle est synonyme de souveraineté, cette stabilité? La souveraineté du peuple camerounais, non. Bien entendu, non. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que la concentration du pouvoir ne permet pas la possibilité pour les Camerounais d'exprimer leur choix et que leur choix soit bien... Non, ils expriment leur choix au niveau du scrutin, mais d'avoir la possibilité d'avoir une autre politique diversifiée qui leur permettrait de pouvoir se dire, bon, moi, je ne veux pas Paul Biya, je veux plutôt une autre personne qui va incarner le pouvoir à ce moment-là et qui sera à même de de diriger le Cameroun. C'est ça, en fait, le grand problème aujourd'hui. Moi, j'ai une autre analyse un peu contraire, parce que quand on parle de la stabilité dans un contexte de paupérisation, de l'inégalité sociale, pourquoi? Parce qu'en fait, cette stabilité, Soukaina, qui est à l'origine, effectivement, de précarisation sociale même des Camerounais, d'où les gens sont lassés. Les gens, comme vous l'avez dit, vous êtes après peut-être 82, et depuis 82, sur 4 décennies, vous avez vécu qu'avec ces régimes-là. Et donc, on ne sait pas tout autour de vous, certainement, d'un côté, c'est un enrichissement illicite, des personnes entourant, des personnalités entourant le président de la République, son entourage immédiat, de ses proches, et de l'autre côté, on voit un Cameroun profond, délaissé, abandonné, où l'accès à la communication, même d'un point A, ça veut dire quitter. Moi, je viens souvent à Koussiri, et qui est le nord du Cameroun, Soukaina, c'est que pour quitter, il y a jusqu'au jour, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas effectivement de voie de communication directe, c'est-à-dire des trains qui quittant Yaoundé, et c'est là jusqu'à la frontière tchadienne. Donc les gens viennent dans des moyens de communication, mais même si les routes sont meilleures, sont budget, mais il n'y a pas de voie de communication digne, des signaux permettant effectivement la libre circulation déjà interne entre les Camerounais. Donc cette stabilité dont les gens évoquent pour dire effectivement il nous faut Paul Biya au nom de la stabilité, je pense qu'elle cache effectivement des frustrations sociales, politiques, etc., d'un certain nombre de Camerounais que nous pensons que nous ne partageons pas cette position. Et donc, pour reprendre l'immobilisme nouveau, effectivement, c'est le statu quo. Face à cette situation, l'opposition à la stabilité, c'est l'immobilisme. Donc, cet immobilisme-là ne permet pas l'émergence, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une classe politique éveillée, dynamique, oui. Avec des propositions concrètes pour le Cameroun. Juste pour répondre, non, ce que je dis, c'est que je ne plébiscite pas forcément le fait que Paul Biya reste au pouvoir parce que il n'est pas forcément synonyme de stabilité, en tout cas de stabilité démocratique. Et même économique, et même économique. Le problème aujourd'hui, c'est que son pouvoir, comme il s'est éternisé, parce qu'il faut essayer d'analyser en réalité la raison pour laquelle il est toujours au pouvoir. Et la raison pour laquelle il est au pouvoir, c'est parce que de un, il n'a pas vraiment permis le jeu démocratique, et de deux, surtout, il a la concentration des pouvoirs sur lui. Et en réalité, le régime dépend de son image. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans les grandes institutions au Cameroun, sa photographie est mise en avant partout. Donc ça veut bien dire que sa personne concentre le pouvoir. Et si vous avez lu le livre de Machiavel, Le Prince, ce qu'il dit, c'est quoi? Il dit que lorsque vous avez un pouvoir et que vous êtes l'homme qui détient ce pouvoir, vous ne pouvez pas nommer de dauphin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les forces vont converger vers ce dauphin. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui qu'a le pouvoir en place. Si jamais il commence à se dire, ok, admettons, même s'ils veulent faire un pouvoir monarchique, si je peux m'exprimer ainsi en nommant le fils du président, ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que les forces vont commencer à converger vers lui et le président sera délaissé. Donc, ils sont dans une difficulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va repartir pour un 8e mandat. Ça, c'est clair et net. Il n'y a même pas de... Non, c'est vrai. Oui, il y a même... On n'est même pas dans une sorte de cache-de-jeu, de cache-cache. Il va repartir pour le 8e mandat. C'est inévitable. Aucun doute ne plane? Pardon? À ce stade? Non, c'est fini. Là, il va partir pour le 8e mandat. Ça, c'est clair. Effectivement, c'est inévitable. Malheureusement, c'est inévitable. On ne peut pas freiner effectivement l'ardeur et la volonté de M. Biya de pouvoir se présenter. Non, ça, c'est clair. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que dans un tel espace de liberté civique et politique, il y a le pouvoir en place
par sa longévité, par sa stabilité, a fait en sorte qu'il n'émerge pas une force politique capable de fédérer tous les Camerounais. Et dans ces cas de figure, il y a une réelle inquiétude, M. Frédéric, une réelle inquiétude sur la question de l'alternance démocratique dans ces pays. Une réelle inquiétude sur la question du développement et de l'essor économique des Camerounais et même sur le bien-être social. Nous pensons que, vous l'avez dit, c'est que Paul Biya, le fait que sa présence étouffe une émergence, ça étouffe, mais vous l'avez illustré, ça étouffe même son propre fils d'émerger. Et donc, dans ces cas de figure-là, est-ce qu'il ne va pas mourir au pouvoir? Et s'il meurt au pouvoir, quelle sera la situation dans laquelle les Cameroun pourra se retrouver? On pourra s'interroger. On pourra s'interroger justement sur la suite de la présidence de Biya. On prend une courte pause, on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. Cameroun, Paul Biya, la candidature de trop. C'est la question du jour. Et vous le disiez à l'instant, Frédéric Tchoungui, aucun doute ne plane sur la suite de la présidence. Et pourtant, on l'évoquait, l'Église catholique a soutenu justement le fait que Paul Biya ne se représente pas. Elle est allée à l'encontre justement de cette candidature. Une déclaration soutenue par l'opposant Maurice Kamto. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique pourrait soutenir l'opposition et faire émerger justement un dauphin? Non, l'Église catholique n'a pas ce pouvoir parce que, comme on dit, comme disait cette phrase, c'est César qui disait les prêtres s'occupent de l'église, de la foi, et les politiciens s'occupent des politiques, entre guillemets. Pour autant, ce n'est pas la première fois que l'Église se prononce. Oui. En 2018, c'était également le cas. Tout à fait, mais non, l'Église n'a pas la capacité aujourd'hui de pouvoir décider de qui, en tout cas d'adouber et de plébisciter un candidat qui pourra renverser ou gagner les élections. Mais juste pour revenir sur le pouvoir de Paul Biya, c'est très important de savoir que tout à l'heure vous avez parlé dans votre introduction, tout de suite en tout cas, vous avez parlé du fait que Paul Biya va sans doute se représenter, et on l'a dit qu'il va sans doute se représenter. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que le pouvoir au Cameroun, comme on l'a dit, se base sur Paul Biya, sa personne, et tout découle de lui. Quand je dis tout, ça veut dire quoi? Même le parti politique, aujourd'hui le Rassemblement du peuple camerounais, vit parce que Paul Biya est là, d'une certaine manière. Donc en fait, il se diffuse à partir de Paul Biya jusque dans les méandres du Cameroun, c'est-à-dire les méandres, je prends les différentes communes, et les chefs traditionnels en sont imbibés. Donc en fait, on est dans une situation où le président va continuer à concentrer les pouvoirs et il va continuer à mener le Cameroun. Vous allez parler tout à l'heure de la possibilité de mourir en exercice. Monsieur Paul Biya a 93 ans, 93 ans. Donc il est fort probable, on ne lui souhaite pas, mais il est déjà quand même dans un âge âgé. Donc ce qui fait que c'est une possibilité, il ne faut pas l'exclure. Et nous sommes maintenant face donc à ce dilemme-là, c'est-à-dire que l'Église catholique essaie de jouer l'opposition. Pourquoi? Parce que l'Église catholique reste quand même la seule force qui est assez indépendante d'une certaine manière. En tout cas, ce qui se dit indépendante. Et l'Église catholique a toujours joué ce rôle-là. Quand vous regardez dans les différents pays d'Afrique centrale surtout, vous voyez au Congo, au Congo, dans différents pays, ils ont toujours essayé d'avoir une voix dissonante en réalité du pouvoir en place pour essayer de faire le jeu de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition n'a pas la possibilité d'exister. Et c'est son rôle à l'Église? C'est son rôle parce de jouer le jeu de l'opposition? Ils sont obligés de le faire parce qu'ils se rendent compte que l'opposition n'a pas la possibilité de se mobiliser pour proposer autre chose. Et donc, comme eux, ils sont plus ou moins indépendants, je mets bien entre guillemets, bien entendu, ils jouent le jeu de l'opposition. Je vais rebondir sur l'Église catholique et sur la personnification du pouvoir au Cameroun et le culte des personnalités qu'il a évoqué tout à l'heure, pour vous dire que dans un tel schéma, c'est que ce pouvoir, il est difficile de le démonter. C'est un pouvoir indémontable parce qu'en fait, tout le monde converge vers le président de la République. Et jusqu'à quand? Et donc, dans ces cas de figure, dans ce climat, effectivement, de répression, de terreur et d'allégeance, si je peux me permettre de dire, l'Église catholique émerge. Elle dit quoi? Elle dit trop, c'est trop. Et elle a eu le soutien de qui? De M. Maurice Kamto. Et donc, on assistera à une convergence, même circonstancielle, des points de vue pour l'intérêt général du peuple camerounais et pour l'intérêt même de la démocratie, même si nous pensons qu'elle ne peut pas être effective dans un pays où tout est vicié, dans un pays où tout est verrouillé, dans un pays où... Je vous retourne la question, elle peut avoir une position, une force légitime de contre-pouvoir aujourd'hui, l'Église catholique? Mais avec une telle prise de position, effectivement, elle devient une force politique majeure. Parce que là,
cet appel de l'Église catholique peut être suivi à un niveau élevé. À New York, à Washington, à Paris, à Bruxelles, et un peu partout dans le monde, au Vatican aussi. Et donc, la communauté internationale qui observe dans la situation actuelle du Cameroun et qui constate qu'il y a absence totale d'alternance politique dans ces pays, mais elle va adhérer à l'opposition de l'Église catholique. Et donc, du coup, on va assister à quoi? On va assister d'abord à un pléthore de forces politiques, dont vous avez évoqué, qui va se structurer et qui vont se joindre, parce que c'est la force politique qui a conquête du pouvoir. Et l'Église catholique va mobiliser effectivement ses fidèles qui vont certainement, pour inverser les rapports de force, ces fidèles vont effectivement aller voter certainement pour le candidat de l'opposition. Et donc, je parle d'une convergence de points de vue dans l'intérêt effectivement de sauver les Cameroun. Alors, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, l'Église catholique, bon, vous avez évoqué une manière de fonctionner où elle pourrait fédérer à l'international. Ça n'aura pas d'impact sur le Cameroun, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que le Cameroun, en tout cas le pouvoir au Cameroun, reste à Yaoundé d'une certaine manière. C'est le pouvoir de Yaoundé. Donc en fait, la façon dont il va s'organiser et la façon dont il continue de se diffuser et la façon dont il va pouvoir gérer ce pouvoir-là va partir de Yaoundé. Et l'Église catholique, en réalité, lorsqu'un prêtre parle, ça n'engage que lui. Je ne sais pas si ses fidèles vont le suivre. Pourquoi? Parce que, en réalité, ces fidèles-là ne dépendent pas directement de l'Église catholique. Si on regarde le Cameroun, vous savez, dans d'autres pays, par exemple, l'Église catholique joue un rôle vraiment important. C'est-à-dire qu'il soigne, il donne du travail, il dirige. Et même au Cameroun, il y a une école catholique. Même au Cameroun, mais il faut aussi comprendre, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que l'Église catholique aujourd'hui. Vous savez, il y a maintenant les églises de réveil qui prennent de la place. Donc ça veut dire que l'Église catholique, en réalité, même est remise en question dans l'espace camerounais. Je parle de l'espace camerounais. Et ça, c'est juste pour parler du Cameroun. Maintenant, en Afrique centrale, de manière générale, il y a d'autres formes maintenant d'églises qui concentrent aussi énormément de fidèles et qui, eux, ont peut-être d'autres doctrines qui vont plus aller vers le pouvoir et l'adouber. Donc, en fait, l'Église catholique, aujourd'hui, n'a pas la possibilité, moi, à mon sens, n'a pas la possibilité du tout de gérer, de pouvoir jouer un rôle, même si elle veut se positionner comme étant le premier parti d'opposition, je caricature bien entendu, vous comprenez mes propos, elle n'a aucunement la possibilité, parce que ce n'est même pas une question de candidature. On n'est plus dans un jeu démocratique, on est déjà dans un jeu d'influence et de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va partir aux élections, je termine, lorsqu'on va partir aux élections, lorsque les différents bureaux de vote seront dépouillés, nous serons peut-être dans une situation où si le président sortant a gagné, il va continuer à gouverner le pays. Je suis en train de paraphraser, mais en gros ce que je veux dire par là, c'est que il y aura forcément une continuité du pouvoir et que l'Église catholique le veuille ou non, elle sera de fait. Alors, moi, je pense que je partage pas totalement ce qu'il dit, mais le fait qu'ils disent que la position de l'Église catholique n'aura pas un impact si la position de la communauté internationale au Cameroun, et le Cameroun ne peut pas continuer à rester dans en fait, ce qu'on appelle un pays isolé par rapport à la communauté internationale. Parce que le Cameroun est aussi signataire des engagements internationaux. Et vous ne pouvez pas, dans un pays, même si vous gagnez de manière la plus légitime possible l'élection, vous ne pouvez pas rester en marge de la position de la communauté internationale. Donc c'est pour vous dire que pour autant, ça a été le cas jusqu'ici. Ça a été le cas parce que c'est un régime totalitaire. C'est un régime où la communauté internationale, au nom de la stabilité que vous avez évoqué, a dû fermer les yeux. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent, même au Cameroun. L'opposition a fait son combat. L'opposition a fait son combat démocratique pendant longtemps et qui malheureusement n'a pas marché. Certainement parce qu'en fait la répression, je vous l'ai dit tout à l'heure, est si forte au Cameroun. Des arrestations arbitraires sont quotidiennes. La société civile est inaudible dans un pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, l'Église catholique, interface entre la population camerounaise et le pouvoir, se réveille et se prononce sur la vie politique du Cameroun. Je pense que cette position peut être consolidée ou pas. Mais il va y avoir autour de cet appel une dynamique citoyenne, populaire qui va peut-être inverser le rapport de force. Je vous laisse répondre. Juste pour répondre. Alors, le problème, c'est qu'il faut comprendre d'abord la situation politique du Cameroun et géopolitique surtout. Si le président de la République est là depuis 43 ans, ce n'est pas par hasard. Ça, il faut être clair dessus. On ne se lève pas comme ça un matin pour diriger un pays pendant 43 ans. Ça, c'est clair et net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
que ce soit à l'intérieur du Cameroun et que ce soit à l'extérieur du Cameroun. Il a noué des alliances qui lui permettent de se maintenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le Cameroun a une diversification incroyable de ses partenaires économiques, sécuritaires. C'est-à-dire que le Cameroun ne soustrait sa sécurité non pas seulement à une seule force, mais à plusieurs. Il faut savoir par exemple que ce sont les Israéliens qui forment en partie les militaires au Cameroun. Ça, les forces d'élite. Exactement. Il y a aussi la France, il y a aussi les États-Unis, il y a aussi la Russie. Mais c'est l'ensemble qui forme la communauté internationale. Je termine. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, le pouvoir en place, a déjà des accointances avec tous ces gens-là. Donc en fait, il va prendre l'église de vitesse, parce que même si l'église fait référence à la communauté internationale en disant, voilà, regardez la situation au Cameroun, intervenez s'il vous plaît. Ils vont vous faire comprendre qu'en fait, on a déjà des contrats aussi avec le Cameroun. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi pour aussi perdre ces contrats-là. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que l'Église, juste pour terminer, je dis que l'Église catholique ne pourra pas jouer un rôle prépondérant dans ces élections. Et les chefs traditionnels, en réalité, sont dans une situation où sont obligés d'adouber le pouvoir en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts. Ces intérêts peuvent être minimes. C'est-à-dire, ça peut être vraiment des intérêts minimes, mais ça peut passer par la possibilité pour leur fils d'avoir un poste dans l'administration. Ça peut passer par la possibilité d'avoir une route qui traverse, qui va amener du commerce. Et ils se disent que bon, on va plutôt prendre ce genre de petites améliorations que de penser à un projet avec l'opposition qui pourra nous amener dans une situation que nous, on ne maîtrise pas. Parce qu'aujourd'hui... préserver les intérêts exactement. Mais au détriment de l'intérêt général. Malheureusement. Justement, si on résume les intérêts personnels au détriment des intérêts généraux, si je peux me permettre de dire, c'est qu'on assistera à des pouvoirs qui ne vont jamais effectivement partager. On est d'accord. Et quand je parlais effectivement de la communauté internationale, et quand vous l'avez dit, on a vu la communauté internationale qui était au chevet effectivement du Gabon, où à un moment donné, Ali Bongo, quand il était renversé, il avait lancé un appel en anglais. Mais est-ce qu'on a aidé? C'est pour vous dire que la communauté internationale peut être divisée dans ces cas d'espèce. Si aujourd'hui le Cameroun a diversifié ses relations bilatérales et multilatérales avec des États, mais il va arriver où cet appel de l'Église catholique et des Camerounais eux-mêmes, qui aspirent effectivement à un changement, va peut-être contrebalancer la position de la communauté internationale. Et quand les rapports de force se dégagent, il se peut que cette même communauté internationale que vous dites, avec les Israéliens, mais attendez, si vous prenez le cas de la Syrie, la Russie était avec la Syrie, mais ça n'a pas empêché effectivement à la communauté internationale de renverser le pouvoir en Syrie. Et donc nous pensons que pour le moment, on n'est pas au stade de renversement ou pas, mais on est au stade d'analyser le contexte politique, social du Cameroun. Est-ce que M. Biya est-il apte ou pas à être candidat ou non? Et là, on arrive à constater que M. Biya ne peut pas être apte à diriger le Cameroun sur les 7 ans, parce que c'est un mandat de 7 ans. Et un mandat de 7 ans ajouté à 93 ans, ça veut dire 7 ans. À 100 ans, vous êtes au pouvoir. Est-ce que vraiment, moralement, ça ne va pas être pesant? Je m'interroge. Non, on va poursuivre, justement. C'est intéressant ce que vous dites sur les relations qu'entretient Paul Biya avec les puissances étrangères. On pense à la France, mais il est aussi accusé de jouer le jeu des rivalités entre les puissances Chine, Russie. Et il y a aussi les critiques panafricanistes qui soulignent l'absence de véritable souveraineté populaire au Cameroun qu'on évoquait un peu plus tôt. Est-ce que justement Paul Biya, il a parfois tenu des discours assez fermes sur la souveraineté au Cameroun, notamment sur l'ingérence occidentale, sur son règne? Est-ce que ça fait pas justement de lui le symbole d'une dépendance vis-à-vis de la France et des anciennes puissances coloniales, Frédéric? Forcément, dans le sens où son pouvoir n'allait pas être maintenu jusqu'à aujourd'hui si jamais il n'avait pas fait référence à ces puissances occidentales, là, les puissances étrangères. Mais il faut aussi quand même analyser le fait qu'il a eu l'intelligence de faire en sorte que les Camerounais, enfin en tout cas une classe camerounaise, puisse s'enrichir et développer du business sur le Cameroun. Il y a plusieurs ethnies qui sont bien représentées. Donc en fait, la façon dont il a pu jouer avec les différentes instances internationales, enfin les différents pays internationaux, les différents partenaires, et aussi avec les populations, pour permettre à chaque fois de rectifier le tir. Je vais vous prendre un exemple bien concret. En 2008, j'étais encore au Cameroun, j'étais en classe de seconde, et il y a eu des émeutes qui se sont passées.
Et pendant 3 jours, un soulèvement populaire, et ça a démarré de l'augmentation du prix de l'essence, il me semble, ou du pain, je n'ai plus la référence. Et au bout des 3 jours, ce qui s'est passé, c'est que on attendait tous qu'il fasse un discours, et on attendait un discours d'apaisement. Non, quand il est venu, il a parlé, il a dit clairement que la personne qui va encore, s'il y a encore un soulèvement, je vais agir, en gros. Hein, je pèse les mots. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en fait, ensuite, il a fait baisser le prix. Donc, en fait, c'est pour dire que son pouvoir est aussi très habile, dans le sens où il a l'oreille sur ce qui se passe sur le territoire, mais aussi la façon dont il joue avec les divers puissances occidentales. Et on n'a pas l'impression, lorsque moi, de mon point de vue, quand je suis au Cameroun, on n'a pas l'impression que le Cameroun est si inféodé, en tout cas dans sa société, dans sa société inféodée aux puissances occidentales. Dans ses rapports. Non, même dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a l'impression que le Camerounais est maître chez lui. C'est l'impression que l'on a. Même si évidemment les grands contrats sont détenus, que ce soit le pétrole, c'est Total, qui est l'extrait. Bref, mais ils ont quand même réussi à mettre en place un semblant de souveraineté nationale du Camerounais chez lui. Même si dans les faits, effectivement, les divers contrats qui sont passés, ce n'est pas le cas. Soukaina, moi j'observe quelque chose de pertinent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que est-ce que Paul Biya avait eu des discours panafricanistes ou pas? Les discours panafricanistes avec nos chefs d'État sont souvent des discours à géométrie variable, Soukaina. C'est que le matin on est panafricaniste, le soir on ne l'est pas. Et dans ces cas de figure-là, c'est au détriment de quoi? C'est au détriment de ce que vous appelez la souveraineté. La souveraineté, même si elle n'est pas perceptible au Cameroun, nous constatons effectivement que dans les rapports entre le Cameroun et ses puissances dont vous avez évoqué, il y a une situation de féodalité. Et dans ces cas de figure, ça nous inquiète énormément parce que nous pensons que la souveraineté telle que nous la souhaitons, nous, Africains, c'est aussi une souveraineté monétaire, une souveraineté militaire, une souveraineté effectivement économique, permettant à nos États d'émerger et d'être maîtres d'eux-mêmes. Or, on a l'impression que, je vais vous prendre un cas, sur le cas, juste une parenthèse, sur le cas du Tchad, qui a rompu sa coopération militaire avec la France, mais en même temps, en maintenant ses rapports avec ses relations diplomatiques avec la France. Sauf que l'entourage même du président, quand un appel à une marche pacifique visant à soutenir le chef de l'État, même dans l'entourage du chef de l'État, personne n'est sorti pour marcher. C'est pour vous dire qu'effectivement, ces souverainetés dont on évoquait, que les Africains, ces derniers temps, évoquent un peu partout, en s'espérant ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, donc je parle du Burkina, du Mali et du Niger, c'est ça. Et donc, ne peut pas correspondre avec un certain nombre de réalités dans nos États. Ou, certains, comme vous l'avez dit, vous êtes né en 83, 84, 85, je ne sais pas, mais vous avez grandi sous M. Biya pendant une quarantaine d'années. Et de ce point de vue-là, avec un tel postulat, nous doutons sincèrement, même si et Cameroun n'a pas fait de miracle en termes de développement. On n'a pas vu effectivement d'infrastructures apparentes. On n'a pas vu en 43 ans des règnes de M. Biya. Et dans ces cas de figure, nous pensons qu'il est temps de créer l'apport de force d'alternance politique permettant aux Camerounais effectivement, au moins de voir dans leur pays. Vous savez, moi je suis plus proche du Sénégal parce que je me souviens là-bas au Sénégal. J'avais bien une position pour Macky Sall qui m'a expulsé en 2013. Mais par contre, quand je suis parti au Sénégal j'ai quitté le Sénégal en 2013, je suis revenu en 2015, je suis revenu en 2024. J'ai vu effectivement des routes émerger. Dakar, ça ressemblait un peu à Paris. Et dans ces cas de figure, est-ce que pour nous, Tchadiens, Afrique centrale, Camerounais, est-ce que nous n'avons pas envie aussi effectivement de copier-coller ce qui se passe dans nos pays, de s'inspirer sur le modèle? On n'a pas besoin d'avoir un modèle occidental, mais on essaie de copier même le modèle de nos même ouest-africains, et même maghrébins. Moi, je vis en Tunisie. Et donc, c'est des modèles qui peuvent nous parler si on a pu quand même nous inspirer. Or, on a l'impression qu'effectivement, on fait de surplace, et moi, je ne suis pas pour le surplace. Juste pour revenir sur la question panafricaine, parce qu'elle est quand même centrale. Le président Paul Biya ne peut pas être panafricain. Pourquoi? Parce que la façon dont, premièrement, il accède au pouvoir. Il faut savoir que M. Paul Biya a été formé ici. Hein. C'est un ancien... Il a été formé en France. Il a été donc parachuté directement au Cameroun. Il a commencé à avoir des postes à responsabilité à partir de 68. C'est ça que les gens ne savent pas. Ça veut dire qu'il n'a pas commencé en 82. Il est dans l'appareil depuis très longtemps. Donc, en fait, ses références, au final... On va dire, en tout cas, ses références au début de sa carrière sont d'ici. Donc, en fait, il n'a pas une vision panafricaine en tant que telle, même si il a eu, pendant sa jeunesse, il a dû forcément être influencé par les Lumumba et consorts. Ça ne s'est jamais vu
dans sa manière de diriger, parce que c'est plus quelqu'un, lorsqu'on analyse sa manière de diriger le Cameroun, c'est plus quelqu'un qui a assis son pouvoir que de penser à une quelconque vraiment prise de parole, prise de position par rapport au mouvement panafricain. Et on le voit, c'est-à-dire que lorsque par exemple il y a la guerre en Ukraine et que les Français ont demandé au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, en tout cas ceux qui ont posé le vote, pardon, le Cameroun s'est abstenu. Donc en fait c'est la force en fait du Cameroun diplomatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun ne se positionne jamais et ne prend jamais part à des décisions qui pourraient, qui pourraient être lui mettre les fesses entre deux chaises, hein, comme on dit, excusez-moi l'expression. Et si Biya est remplacé en 2025, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perpétuer justement cet héritage que vous soulignez? Tout dépend du leader qui va émerger. Si c'est un leader issu de son camp, ce serait une reproduction. Pourquoi? Parce qu'on enlève la tête, on coupe la tête du serpent, mais il continue quand même à bouger. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le leader qui va émerger derrière M. Biya, si s'il est issu de son camp, non, on va continuer dans la même gestion du pouvoir. Et malheureusement, pour les Camerounais, heureusement pour eux-mêmes, cela va perpétuer le pouvoir et perpétuer malheureusement sa déclinaison. Mais justement, c'est le refus de la reproduction qui nous amène effectivement à analyser, à diagnostiquer effectivement l'environnement politique camerounais, sous Biya ou pas. Il faut absolument, même si, comme il a dit, si c'est dans son camp qui a fait émerger un candidat, le traumatisme va rester. Pourquoi les Camerounais, autant pour moi, les Camerounais vont dire, écoutez, on s'est tout simplement débarrassé de Biya, mais la personne qui le remplace est aussi dans la même idéologie politique que Biya. Et donc, dans ces cas, l'opposition aura toujours une marge très, très réduite. Et donc, si quelqu'un d'opposition, quelqu'un comme Maurice Kamto, sans pour autant lui faire de la publicité, peut quand même, moi je pense, incarner effectivement des valeurs universelles auxquelles le Cameroun ou bien le peuple camerounais peut s'identifier et qui a effectivement peut proposer d'autres politiques, pour vous reprendre, d'autres politiques auxquelles les Camerounais même pourront se retrouver. À 10 mois de la présidentielle, c'est crédible? Bon, mais là, ça dépend de la stratégie politique de l'opposition en général au Cameroun. Je ne fais pas une focalisation, une fixation sur M. Maurice, mais il appartient maintenant à la classe politique camerounaise de converger leur point de vue, leur projet de société et dire, mais écoutez, il y a une menace sur notre pays, il faut qu'on essaie d'être cohérent. Si je peux me permettre, oui. Voilà, pour être cohérent. Et pour être cohérent, il faut absolument que les gens transcendent ce qu'on appelle le leadership personnel, transcendent effectivement ce qu'on appelle le mathuvisme, pour permettre effectivement de faire émerger une classe politique digne, capable effectivement de rassurer les Camerounais. En tout cas, on va être clair sur ce plateau. Les élections de septembre, non, je crois que c'est novembre. Oui, en tout cas, je crois que c'est 2025 octobre, effectivement. Si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, il n'y a pas de suspense. Hein. Le RDPC va passer, pour ça, il ne faut pas rêver. Hein. C'est une machine électorale. Il ne faut pas rêver, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça que tout à l'heure... Une candidature comme celle qu'on a évoquée à l'instant, comme celle de Maurice Kamto, non, elle ne peut n'a pas encore de poids face à un Biya non, c'est impossible. Enraciné au pouvoir depuis plus de 40 ans. Monsieur le président de la République, logiquement, ne peut pas être battu par les urnes. Parce que son pouvoir, en réalité, n'est que la déclinaison, et n'est qu'une déclinaison, se décline, en réalité, sur l'ensemble des processus du Cameroun. Donc, en fait, il ne peut pas être battu par les urnes. Maintenant, ce qui ne veut pas dire que l'opposition ne doit pas commencer aussi à essayer de se mobiliser. Bon, il y a déjà eu des personnes qui sont mobilisées, je vais dans votre sens, bien entendu, pour essayer de faire ce jeu démocratique, mais c'est très compliqué dans l'état actuel du pays. Non, parce qu'en fait, il a raison. Comment est-ce que vous envisagez justement le scrutin d'octobre? Ce que j'envisage pour cette élection, d'abord, dans un premier temps, il faut que M. Biya puisse quand même renoncer à sa candidature pour permettre effectivement... Ce qui semble ne pas être le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. C'est pas juste mais c'est un souhait. Je l'exprime. C'est un souhait. Je souhaite qu'il renonce à sa candidature. Je souhaite qu'il fasse émerger dans son camp quelqu'un qui peut peut-être incarner ce qu'on appelle du renouveau politique, quelqu'un qui peut rassurer les Camerounais, et souhaite également que la classe politique camerounaise, vu la gravité de la situation qui pèse sur le Cameroun, que la classe politique camerounaise puisse se ressaisir très tôt, à 10 mois, c'est ça, à 10 mois de cette élection, qui est quand même une élection décisive pour l'avenir et pour la vie même politique du Cameroun, que la classe politique camerounaise, de manière transversale, société civile, acteurs politiques, citoyens, puissent se mobiliser autour d'un idéal de changement. Et cet idéal de changement pourrait peut-être, ne serait-ce qu'inverser le rapport de force et permettre l'espoir d'un Cameroun nouveau.
On l'entend et on fait passer le message, du moins sur le plateau. On vous laisse également répondre et réagir à cette problématique. Cameroun présidentiel, Paul Biya, la candidature de trop. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, vos conseils, mais également vos recommandations. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vox Africa. Je ne suis pas du RDPC. Dieu m'en préserve d'ailleurs. Je ne serai plus jamais du RDPC. Nous avons affaire à des autorités qui ne sont autorités que pour sévir. Ce ne sont pas des gens qui sont au service de l'épanouissement et du développement du Cameroun et des Camerounais. Alors vous, comment est-ce que vous vivez cela? Je vis ça avec beaucoup de tristesse, pas la peur. Surtout pas la peur. Comment est-ce qu'on peut encore oser, du côté du pouvoir, nous parler de démocratie? Si tout le monde doit être là à dire « Béni, oui, mais monsieur Biya, vous êtes le plus beau, le plus... » C'est pas possible. On ne muselle pas son adversaire politique. Et on n'abuse pas de pouvoirs qui vont avec pour les mettre en prison et hors d'état de nuire. On ne fait pas ça. Pourquoi on doit punir quelqu'un parce qu'il dit qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher là? On ne peut pas avoir ras-le-bol. On ne peut pas vous dire ça suffit. On a eu certains, mais pourquoi? Qui a dit qu'on ne doit pas dire ça suffit? Qu'on ne nous enferme pas ici, comme si on a un devoir divin avec le président Biya. Mais c'est ce que certains... Le contrat qu'on va signer avec lui, c'est un contrat synalagmatique qui a des devoirs et des droits pour les deux parties. Nous, on lui a donné. Il a donné quoi? La désolation. Quand je vois les Camerounais comme je l'ai fait hier, quand je suis allé acheter mon riz aussi, on est devenus des mendiants de grains de riz dans mon pays. Les gens s'alignent ça me fait sauter au plafond. Comparer la justice du temps d'Ahidjo, qui était réputé être un dictateur, à la justice du temps de Biya. Alors vous qui avez fait les deux époques dans les tribunaux, dites-nous, quelle est la comparaison que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous lui direz s'il était en face de vous? Je lui dirais, monsieur le président, mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez fait comme mal? Vox Africa.